Chers amis de TV Liberté, bonjour. Nous avons la joie de recevoir ce matin Guillaume Bernard. Bonjour Guillaume. Bonjour Anne. Vous connaissez Guillaume parce que nous avons déjà traité de l'un de ses livres et coécrit avec Corentin Stemler, qui s'appelle L'Empereur et les brigands, qui était déjà une pièce de théâtre, qui était un livre extrêmement intéressant et actuel, puisque vous demandez, c'est une conversation entre Napoléon et un personnage fictif qui est peut-être sa conscience, peut-être un historien, on ne sait pas trop. Et en tout cas, Napoléon est confronté à l'ensemble de sa vie et notamment à ce qu'il a fait en Vendée. Et c'est ce qui nous permet évidemment dans cet ouvrage de comparer ce que Napoléon a fait en Vendée et ce qu'avaient fait les révolutionnaires dont il est quand même l'héritier. Que faire ? Absolument. Alors, c'est un livre très très intéressant qui souligne bien l'inconscience et l'insouciance de Napoléon à l'égard des Vendéens, qu'on appelle donc les brigands. C'est un livre qui a été édité aux Nouvelles Éditions Latines, et c'est un livre qui fait beaucoup de bien en un temps où, matin, midi et soir, on célèbre Napoléon, ce qui, moi, m'insupporte gaillardement. Parce que tout de même, les zones d'ombre sont assez nombreuses. Bien sûr, il a fait le concordat avec l'Église, mais quand il a fait ses campagnes tout autour de l'Europe, il a continué à détruire abbayes, chapelles il a fait la paix en France parce qu'en fait, il savait que l'Église était un pouvoir fort. Et c'est assez vraisemblable. Il fallait qu'il fasse la paix en interne pour pouvoir mener ses campagnes à l'extérieur. Voilà. C'est toute l'ambiguïté de Napoléon qu'on a voulu essayer de montrer avec Corentin dans cet ouvrage, c'est-à-dire le fait qu'il est à la fois celui qui met fin à l'effervescence révolutionnaire, mais en même temps, c'est quelqu'un qui prolonge l'héritage révolutionnaire. Vous avez lâché un mot qu'il ne faut pas lâcher parce que c'est en même temps. Ah, pardonnez-moi. Et ce livre est très d'actualité puisque un jeune élève a été exclu de sa classe parce qu'il a posé à la fin d'un cours une question à son professeur, en dehors du public, en dehors de la classe d'ailleurs. Monsieur, madame, est-ce que vous considérez que les Vendéens ont subi un génocide ? Et alors là, la rage est montée au cerveau de cette pauvre femme et elle a exclu, le jeune étudiant a été exclu 3 jours de l'école et donc il n'est plus revenu. Enfin bon, des histoires hallucinantes. La liberté de parole s'est envolée de notre beau pays et vous disiez que ce livre allait être un collector parce que... Écoutez, en tout cas, c'est sûr que je dois à mon co-auteur, à Corentin, le fait d'avoir renoué avec des envies de jeunesse, des goûts de jeunesse, et le fait d'essayer de faire de la littérature. C'est un ancien étudiant qui est devenu un ami et avec qui on a fait cette première pièce. Lui a continué à travailler dans le monde du spectacle, puisqu'en ce moment, eh bien, il a un spectacle qui s'appelle La Dame de Pierre sur Notre-Dame de Paris, qui tourne en France, qui fait sa tournée. Et puis moi, j'ai continué de mon côté avec ce nouvel ouvrage sur l'avortement, dont on peut craindre que ça devienne un sujet encore plus tabou qu'aujourd'hui, d'où le fait que je me réjouissais dans la conversation que nous avons eue avant l'émission de l'avoir déjà publié, parce que aujourd'hui, on ne sait plus trop ce que l'on va pouvoir véritablement dire sur cette question de la vie. Alors, première question, c'est merveilleux parce que vous êtes un juriste, vous êtes docteur en droit, et vous écrivez en alexandrin, excusez du peu, ce que je trouve admirable et ce qui donne une force à cette pièce de théâtre magique. Alors, d'abord, la force poétique, évidemment, la force de la musique. Je suis terriblement sensible à cela, probablement parce qu'on m'a pétri les oreilles de Corneille et de Racine et de Péguy et de Verlaine. Comparaison, là, vous me flattez. Toute mon enfance, donc si vous voulez, tout ce qui n'est pas poésie, tout ce qui n'est pas vers, si vous voulez, pour moi c'est le pis-aller, mais l'excellence, c'est la poésie. Et avec ce texte-là, je me suis rendu compte que redire ces vérités que vous exposez dans la bouche de l'enfant, ça donne une force à ses propos
un propos restreint comme ça dans un vers de 12 pieds, eh bien, ça s'impose infiniment plus qu'une banale phrase de prose. Vous ne pouvez pas savoir à quel point vous me faites plaisir, Anne. Vraiment, là, je dois dire que je suis aux anges. Je ne sais pas si je vais ne pas être trop ému et pouvoir continuer à faire l'émission, mais... Non, mais Guillaume, je ne le dis pas pour faire plaisir. Je le dis parce que c'est une réalité que je viens de découvrir, finalement. Une vérité exprimée en alexandrin est encore plus forte qu'une vérité en prose, tout simplement. Alors, c'est vrai que, si vous me permettez, j'ai écrit ce livre dans une période de ma vie qui était un peu compliquée. Passons, la page est tournée. Et vous avez gagné. Oui, d'une certaine manière, j'ai gagné, parce que moi, je suis encore là d'où l'on voulait me chasser. Vous avez été réintégré. Voilà. Il s'avère que je n'étais absolument pas en capacité de faire un travail de type académique. Oui. Et par conséquent, écrire de la littérature a été pour moi une soupape de sécurité. Vous n'avez pas écrit de la littérature, vous avez écrit des vers. Alors, je ne prétends pas quand même être au niveau de Racine, mais en revanche, il y a une chose qui est certaine, c'est que je crois qu'il faut maintenir des genres littéraires pour les faire vivre et les transmettre à la postérité. Que moi je ne sois pas Racine, c'est une vérité aujourd'hui. Peut-être que dans une prochaine œuvre, j'atteindrai le niveau. Oui. Pour l'instant, ça n'est sans doute pas le cas, mais en tout cas, je maintiens un genre littéraire pour le transmettre aux prochaines générations. Et c'est un point qui est évidemment extrêmement important. Et puis, alors vous avez mis le doigt évidemment sur quelque chose d'essentiel, c'est que cette forme s'est imposée à moi dans la mesure où cela permettait de dire des choses de manière beaucoup plus forte, parfois de manière beaucoup plus crue, il faut bien le dire, parce que quand on traite de la question de la vie, de l'avortement, etc., évidemment, ce sont des choses qui traitent de la sexualité et qui ne sont donc pas, je dirais, forcément faciles à évoquer dans un texte. Eh bien, cette forme a permis de dire les choses de manière plus directe, et finalement, je l'espère, de manière plus efficace. Et puis, un dernier élément que je voudrais ajouter, c'est que, vous l'avez dit, c'est une pièce de théâtre, c'est un dialogue entre une femme qui envisage d'avorter son enfant à naître et donc un dialogue avec cet enfant. J'ai véritablement cherché à faire un dialogue, c'est-à-dire que bien sûr, je ne cacherai à personne ici, et pas à vous, Anne, que je fais partie de ceux qui sont hostiles à l'avortement. Oui. Mais pour autant, j'ai cherché, par une enquête de type sociologique, à véritablement mettre en valeur la situation dans laquelle les femmes se trouvent, les arguments qu'elles peuvent être amenées à reprendre, à présenter, et donc à évoquer dans ce dialogue les différents aspects de la question, de manière, je l'espère, le plus loyale possible. Alors, voilà. Vous avez été d'une loyauté extraordinaire, parce que cette pauvre femme, si seule, vous ne l'attaquez jamais, vous montrez combien elle est désemparée, c'est un livre que tout le monde peut lire, les tenants de l'avortement comme les autres. Oui, je crois. Et c'est vraiment, enfin, ceux qui sont honnêtes, en tout cas. Ou ceux qui se posent des questions, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'impression, enfin donnent l'impression d'être sûrs d'eux, et en fait, ils savent bien qu'il y a quand même derrière cette question de l'avortement un véritable enjeu de justice et d'humanité. Alors, cette émission est évidemment effroyablement d'actualité. Vous le savez tous, le droit à l'avortement a été inscrit dans le marbre à Versailles, mais il va être aussi inscrit dans le marbre à Bruxelles. Bruxelles envisage d'affirmer, de réaffirmer ses droits, et l'interdiction, bien sûr, de les contester, et en tout cas l'interdiction de venir en aide aux femmes, c'est ça qui était effrayant. Qui est épouvantable, bien sûr. Et à l'ONU, bien sûr, ils vont aussi décider prochainement que les positions telles que le respect de la vie, la famille et le genre pourraient être classifiées comme un crime contre l'humanité. Là, on est quand même dans une inversion perverse absolue. Dans une grosse tempête, dans une terrible tempête. Et peut-être ma première question, et après on va se jeter dans le texte en le lisant tous les deux à haute voix. Vous serez l'enfant et je serai la femme. Juste les quelques pages pour que les auditeurs entendent ce texte. Et comment a-t-on pu en arriver là ?
Comment a-t-on pu arriver à tous ces organismes qui décident que le droit de tuer, c'est la normalité ? Alors, si on veut faire un tout petit peu de philosophie politique et juridique, je crois qu'il y a quelques éléments qu'il faut avoir en tête. Le premier élément, c'est le fait qu'on considère que celui qui est titulaire du droit aujourd'hui, c'est l'être humain. Mais il n'y a plus d'ontologie, il n'y a plus de nature humaine donnée par la nature, donnée par l'ordre des choses, donnée par Dieu, n'est véritablement humain que celui qui exerce sa liberté. Et donc, par conséquent, l'enfant à naître qui n'est même pas responsable de sa conception, ou le malade qui est dans un état compliqué, végétatif, ou qui a besoin, je dirais, qui ne peut plus manifester sa volonté. Exactement. Eh bien, dans les deux cas, ils ne sont plus véritablement considérés comme des êtres humains. Il y a cet élément-là d'ordre de la philosophie juridique. Alors, exactement. Il y a un deuxième élément qui est évidemment important, c'est que je crois qu'il y a une forme de nihilisme ambiant dans nos sociétés. C'est-à-dire que, sous prétexte que la vie est dure, ce qu'elle est incontestablement pour tout le monde, personne ne nie, eh bien, il vaudrait mieux le non-être plutôt que l'être. Et ça, c'est une forme, je dirais, de masochisme collectif qui nous conduit à un suicide démographique. Et j'ai essayé, dans cet ouvrage, d'évoquer tous ces aspects des choses, aussi bien les enjeux personnels, les enjeux sociaux, les enjeux politiques, les enjeux juridiques. Et il me semble que sur la question précise de l'avortement, il y a deux enjeux qui sont, un, la question de l'humanité, évidemment, de l'enfant à naître, et puis deux, la question de l'innocence. Parce que je crois que, au-delà même de la question du fait que ce soit un être humain, le fait qu'il soit innocent me paraît extrêmement important. Parce que je crois que, bien sûr, tous les niveaux de discours ou tous les types de discours sont parfaitement entendables et pourquoi pas recevables. Mais il me semble qu'il ne faut pas, sous prétexte de vouloir, par exemple, défendre les enfants à naître, je dirais défendre des positions qui soient doctrinalement incohérentes. Celui qui serait contre l'avortement devrait nécessairement être opposé, par exemple, à la peine de mort. Ce n'est pas mon cas. Je suis effectivement favorable à la peine de mort parce que, dans un cas, c'est un coupable qui est exécuté, dans l'autre cas, c'est un innocent qui est éliminé. Vos propos sont toujours extrêmement nuancés, mais j'ai envie de dire, l'innocence est un mot qui appartient à votre vocabulaire de chrétien et qui est assez peu fréquenté dans ces grandes instances internationales. C'est vrai. Cela dit, on peut être hostile à l'avortement indépendamment de questions religieuses, simplement pour des questions philosophiques. On se jette dans le livre pour l'entendre. Et j'espère ne pas, parce que bon, tous les téléspectateurs le voient, je suis très très myope. J'espère ne pas trop buter sur mon propre texte. On fera comme vous pourrez. Pourquoi tant d'autres passent-elles sans encombre ? Je ne suis rien qu'un parmi un si grand nombre. Être tant isolé, pour m'aider, qui viendra ? Quel abandon, comment résister au tracas ? Un tel incident, bien d'autres ne l'ont pas eu. Un autre à ma place aurait pu être conçu. Qu'ai-je donc fait pour que cela m'arrive à moi ? Que me reprocher pour me faire endurer ça ? Tout s'effondre autour de moi. Je suis en détresse. Recevoir le don de la vie, c'est l'allégresse. Or, la menace prochaine de l'agonie avant le berceau, y a-t-il pire ironie ? J'avais pris pourtant toutes mes précautions. N'être qu'un vil accroc de contraception. Ce ne fut qu'un instant, bien qu'il fût mémorable. Chacun de nous est estimé interchangeable. Il m'invite, mais c'est pourtant moi qui le ferai. Il l'incite, mais c'est bien moi qui le vivrai. C'est très simple. Laissez faire, laissez passer. C'est très clair. Faire passer, faire trépasser. Il s'accroche à la vie par un instinct charnel. Nul n'ignore que tout être humain est mortel. Non, prendre la vie n'est pas en soi, perdre la vie n'est pas en soi un scandale, mais décéder de sa main est intolérable. On va s'arrêter là.
parce que on plante parfaitement le décor et on voit par ces répliques frappantes, cognantes, et encore une fois qui prennent toute leur force parce que ce sont des vers, disent très 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 bien d'abord le désespoir de cette femme qui sent très bien Bien sûr. que sa situation est extrêmement difficile. Il y a deux aspects que j'ai essayé de mettre en exergue. C'est un, le fait que bien des femmes qui avortent subissent une pression sociale monumentale. Oui. Le conjoint qui est très souvent un lâche et qui même peut faire du chantage. Les parents. C'est lui ou moi. Les parents. Comment ça, à ton âge, tu ne peux pas avoir un enfant? L'employeur, qui peut être un esclavagiste et qui peut effectivement dire à la femme, mais vous allez être freiné dans votre carrière, etc. Donc il y a les pressions sociales intolérables subies par les femmes. Et puis de l'autre côté, il y a la question effectivement de la culpabilité. Si tant est qu'effectivement l'avortement soit, comme je le pense, un homicide, eh bien jusqu'où va la culpabilité morale de la personne? C'est un véritable enjeu. Or, je vous ai dit, l'enquête un peu sociologico-philosophique que j'ai faite pour essayer de cerner tous les arguments qui sont utilisés dans ce type de débat et que j'ai essayé de retranscrire dans ce dialogue-là particulier, il est certain qu'il y a une très grande volonté de la part de celles qui ont déjà avorté, eh bien de faire de ces femmes qui hésitent des complices, de les pousser, je dirais, à être comme elles, à faire comme elles, pour ne pas être seules à vivre cette culpabilité. Et il me semble qu'il y a là, je dirais, psychologiquement parlant, un vrai drame. Hein. J'ai même envie de dire que c'est un réflexe de meute. Oui. C'est un réflexe de meute. Quand on les voit trépigner de joie, c'était un spectacle insoutenable. C'était de l'hystérie. On nous a dit que c'était historique, c'était hystérique. Hystérique, oui. Absolument. Et je rappelle que hystérique, qui est un mot que j'ai du mal à supporter, ça vient quand même de l'utérus. Donc là, vraiment, on se dit, mais pourrait-elle réfléchir quelques instants? Ça serait tellement agréable. Cette souffrance que tous les gynécologues et toutes les gynécologues connaissent, puisqu'elles reçoivent pas les confessions, ce ne sont pas des prêtres, mais enfin les propos de ces femmes qui disent carrément chez elles, dans leur cabinet, que l'enfant aurait tel âge, leur enfant, voilà. Donc elles n'ont jamais oublié. Non. C'est une blessure. Et même si elles ont des enfants après, le problème, c'est que chaque être est singulier, chaque être est unique, et que donc avoir un enfant après, tant mieux, très bien, on ne va pas le leur reprocher. Non, mais pour autant, c'est un être qui n'est pas un avatar de l'autre. Bien sûr. Il ne peut pas y avoir... Il est unique. Vous avez un chapitre d'ailleurs qui dit c'est Mozart qu'on assassine. C'est toujours Mozart qu'on assassine. Parce que même si l'enfant en question n'est pas forcément un génie, c'est toute une lignée qui est éliminée. Et donc, sociologiquement parlant, socialement parlant, c'est extrêmement grave. Oui. Évidemment, évidemment. J'ai dit dans une précédente émission que je suis la descendante d'une jeune femme qui, en Bretagne, a été enceintée, comme on dit en Afrique, et le père n'a pas voulu reconnaître l'enfant, et cette jeune femme, au lieu de se jeter dans le puits ou dans la rivière d'à côté, de désespoir, parce que c'était la condamnation sociale épouvantable, eh ben, elle a pris son petit baluchon, son bébé dans le ventre, et elle a marché jusqu'à Bernay, où elle a refait sa vie, travaillé, elle a été lingère, et toute ma lignée descend de cette femme. Bah écoutez, c'est magnifique. Non. Qui a voulu garder cet enfant. Et ça m'a paru, d'ailleurs, Marion Maréchal a fait la même déclaration. À la tribune de l'Assemblée nationale. Et c'était remarquable, c'était absolument. C'était quand même inouï. Elle a rendu grâce à sa mère qui l'avait gardée. Et je suis persuadée que dans beaucoup de familles, il y a la même situation. On n'en parle pas, mais voilà. Non, mais dans l'exemple de votre famille, Anne, ce qui est quand même incroyable, c'est que cette jeune femme était plus mal jugée que le père qui était autant responsable de la grossesse que la femme. Ça, et donc là, il faut bien se rendre compte que, et je ne menace personne en disant ça, mais nous sommes tous collectivement responsables de ce drame, de ces drames individuels qui s'additionnent et que l'on pourrait peut-être considérer un jour comme étant véritablement
un crime contre l'humanité, parce que c'est bien l'enfant en tant qu'il est un être humain et l'enfant en tant qu'il est innocent qui est véritablement éliminé de manière délibérée. Et tous ces enfants-là qui sont éliminés via une politique publique volontaire, oui. On rembourse l'avortement, on légitime la chose, on empêche les opposants de s'exprimer. Eh bien, tout cela fait qu'il y a une responsabilité politique. Oui. Très grave. Ce qui me choque le plus, c'est qu'on empêche les femmes d'envisager une autre solution. Voilà. Et plusieurs autres solutions. qu'elles le gardent et qu'on les aide à se loger, ce que font ces associations merveilleuses, celles dirigées par M. Wömveling, qui... je ne sais plus comment elle s'appelle, son association. Non, j'ai un trou, moi aussi. Mais qui aidait les jeunes femmes en leur trouvant un toit et qui leur donnait une allocation pour pouvoir vivre pendant cette grossesse. Ou alors l'accouchement sous X. L'accouchement sous X et donc l'abandon, vous l'évoquez très bien. Et à ce moment-là, votre héroïne dit « mais je ne veux pas l'abandonner ». Donc c'est bien la signe qu'elle l'aime déjà. C'est inouï votre petit dialogue. Moi, l'abandonner, non, je ne peux pas. Donc, elle a en elle déjà la fibre maternelle. Oui. Et à l'idée d'abandonner, elle ne veut pas. Ce qui est quand même... et de faire de ce droit d'aide aux femmes enceintes un crime, alors là, un délit, alors là, on est chez les fous. Parce qu'évidemment, dans le dialogue aussi, c'est abordé, la femme, à un moment donné, évidemment, accuse l'enfant de faire partie de ceux qui voudraient interdire l'avortement. Oui. Alors, certes, peut-être qu'à terme, il serait bon que l'avortement redevienne effectivement ce qu'il est. Mais c'est pas votre cas du tout. C'est-à-dire un homicide. Oui. Et un homicide pénalement poursuivable. Oui. Mais pour autant, le véritable enjeu, c'est qu'il n'y ait plus d'avortement. C'est que ces enfants à naître puissent effectivement accéder à la vie et participer à la société. Mais reparlons des pères. Vous évoquez aussi le cas de ces pères qui se retrouvent avec une descendance qui a disparu. Bien sûr. Et il y a des tas de femmes il y a pas des tas, enfin je n'ai pas de chiffres, mais bon, il y a certaines femmes qui voudraient avorter sans en parler même à aux géniteurs. Et en tout cas, juridiquement parlant, aujourd'hui, elles peuvent parfaitement le faire. Elles peuvent pas le faire, c'est quand même hallucinant. C'est aussi une privation de... Et puis c'est une négation de ce qu'est effectivement un être humain, c'est-à-dire la rencontre. Alors pour parler de manière matérielle, du spermatozoïde et de l'ovule, et pour parler de manière plus sociale, du masculin et du féminin. Absolument. Mais alors, qu'est-ce que font les juristes devant ce déni de justice à l'égard des hommes ? Mais parce que il faut que, Anne, que vous compreniez que nous sommes aujourd'hui dans une situation où le légal a remplacé le juste. Oui. On ne s'occupe pas de trouver une solution équitable à un litige et à un problème. On cherche à appliquer une règle générale et impersonnelle établie de manière abstraite et que l'on va plaquer sur des cas d'espèce. Et adapté aux mœurs du temps. Évidemment. Il n'y a pas de... Évidemment. Et donc, par conséquent, aujourd'hui, si vous vous opposez à l'avortement, ou si vous mettez en exergue un certain nombre de dysfonctionnements dans notre société, vous êtes immédiatement accusé. Ce qui, moi, personnellement, ne me dérange pas trop d'être un ignoble réactionnaire, d'être un défenseur du droit naturel, ou ce genre de choses. Oui, je suis parfaitement un défenseur du droit naturel et je me permets de mettre en exergue un certain nombre d'incohérences qu'il y a dans le droit d'aujourd'hui. Parce que c'est évoqué là aussi dans le dialogue, mais nos téléspectateurs ne le savent sans doute pas. L'avortement a été dépénalisé en 1975. La peine de mort n'a été abolie qu'en 1981. Or, entre 1975 et 1981, une femme enceinte qui aurait été condamnée à mort pour un crime qu'elle aurait commis par ailleurs, ne pouvait pas être exécutée tant qu'elle n'avait pas accouché. Absolument. C'est bien le signe qu'évidemment, l'enfant à naître est innocent et qu'il n'a pas à subir la peine que sa mère, pour un autre crime, aurait été susceptible de subir. Et dans les prisons révolutionnaires, les femmes enceintes n'étaient pas exécutées tout de suite, il fallait qu'elles accouchent d'abord, et certaines prétendaient être enceintes en mettant un petit coup
coussins sur leur ventre pour repousser... Subterfuge bien compréhensible. Pour repousser l'exécution. Et puis, évidemment, vous rapportez ces propos Enfin, vous n'en parlez pas beaucoup, d'ailleurs, de l'Église. C'est pour ça que votre livre est aussi très intéressant. Mais Jean-Paul II a écrit tout de même, il faut le rappeler, dans son encyclique Evangelium Vitae, l'avortement, holocauste permanent de vies humaines innocentes, reste un grand désordre moral. Oui. Alors, je suis parfaitement d'accord avec Jean-Paul II, sur ce point-là en tout cas, et il est bien évident que l'ouvrage n'est pas un ouvrage académique. Il y a des citations muettes, comme on dit, en littérature, c'est-à-dire qu'il y a évidemment des allusions, des formules qui sont reprises à d'autres personnes, sans pour autant qu'elles soient attribuées à leur auteur. Il y a des enjeux moraux que j'aborde dans le livre, notamment liés à la question de que deviennent ces enfants après la mort. Peuvent-ils connaître la vision béatifique ou non, étant donné qu'ils n'ont pas été baptisés. Ce qui est une grande souffrance chez les mamans qui ont perdu un bébé en fausse couche. En fausse couche, évidemment. Mais pour autant, évidemment, les personnages ne sont ni pour l'un ni pour l'autre des représentants de l'Église. Donc, absolument. par conséquent, ça n'est pas un ouvrage de doctrine, mais c'est un ouvrage qui articule des questions de doctrinage. Je tiens à rappeler ces propos de Jean-Paul II parce que je veux bien montrer que c'est quand même une démarche anti-chrétienne et qu'il faut qu'ils l'assument. Ils ne veulent plus de la morale chrétienne, point barre. Alors je pense qu'il y a ça, mais si vous permettez, Anne, je crois qu'il y a aussi le fait qu'il y a une négation de l'humanité des êtres qui ne sont pas capables d'exercer leur liberté, ne sont considérés comme des êtres humains que ceux qui sont capables d'exercer leur liberté, si possible d'ailleurs une liberté transgressive, n'est-ce pas, avec les théories du genre, etc. Et d'autre part, il y a un masochisme et un nihilisme social qui conduit à un suicide collectif. Oui, ça c'est sûr. C'était une question que je vous avais posée. Comment a-t-on pu en arriver là ? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'une société entière se suicide de la sorte ? Eh bien, je pense qu'il y a cette idée faussement généreuse qui est de dire que puisque la vie est difficile, eh bien, il vaudrait mieux le non-être plutôt que l'être. Et c'est ce qui conduit, évidemment, à considérer que l'on peut décider pour l'enfant à naître qu'il va pouvoir vivre ou ne pas vivre. Et c'est la question, effectivement, de l'humanité et de l'innocence, qui sont pour moi deux questions connexes, qui sont distinguables. Je n'appuierai pas mon propos que sur la question de l'humanité de l'enfant ou que sur la question de l'innocence, mais c'est cette combinaison des deux qui rend à mes yeux, et en tout cas aux yeux de l'enfant dans ce dialogue, l'avortement particulièrement odieux. Alors, ce qui est d'intéressant aussi, c'est que vous soulignez très très bien, c'est que on passe de l'avortement à l'euthanasie. C'est la même logique. Ça coule de source. Et vous l'écrivez de façon très joliment dite, je n'ai plus la citation, mais si on tue l'enfant, tout est permis. Bien sûr. Et c'est évident que dans la mesure où on considère que l'enfant à naître ne mérite pas de protection, que l'on peut exercer des droits sur soi-même et même sur un autre, parce que je suis désolé de le dire aux femmes qui revendiquent le droit à l'avortement, eh bien elles ne disposent pas de leur corps, elles disposent du corps de l'enfant et donc du corps d'un autre. À partir du moment où on considère que l'on peut disposer de son propre corps et même du corps d'un autre, eh bien, il n'y a pas de raison que l'on ne puisse pas transmettre à un tiers, eh bien, cette faculté, cette puissance que l'on ne serait plus capable d'exercer parce qu'on serait malade, parce qu'on serait handicapé, etc., pour exiger que ce tiers, eh bien, nous élimine. C'est la revendication de l'aide à mourir, de l'euthanasie, du suicide assisté, qui repose évidemment sur la même logique, sur cette idée, n'est-ce pas, que le droit serait une puissance que l'on a en nous et que l'on projetterait à l'extérieur. Et c'est cette conception moderne du droit qui conduit évidemment à la volonté de puissance, notamment lorsqu'elle s'exerce face aux plus faibles. Absolument. Et alors vous lâchez le mot le droit, mais le fœtus n'a aucun droit, puisqu'on l'a vu encore dernièrement dans l'affaire Palmade, cette femme qui a, dans l'accident,
de Palmade a perdu son bébé qui avait 8 mois, mais qui n'a pas crié, qui a été tué dans le ventre Absolument. de sa mère, n'a pas droit à l'existence. Non. Il n'existe pas. Non. Et c'est la jurisprudence est malheureusement absolument, je dirais, uniforme de ce point de vue-là. Il y a eu quelques, je dirais, décisions en première instance qui divergeaient un peu de cela, mais il est clair que ne sont considérés comme des êtres humains que ceux qui acquièrent la personnalité juridique. Or, pour acquérir la personnalité juridique en droit positif, il faut être né vivant et viable. Ouais. Et c'est tout à fait... Là, pardon, encore une fois, mettons en exergue un certain nombre d'incohérences, puisque il y a un délai pour recourir à l'avortement qui est passé de 10 à 12 à 14 semaines. On voit qu'on n'arrêtera jamais les revendications du progressisme. Oui. Et ce sera toujours plus. C'est pour ça qu'il faut toujours remonter à la matrice des choses et ne pas se battre sur la dernière étape de leurs revendications. Non. Parce que sinon, on est évidemment, on est perdu. Eh bien, il y a des délais pour recourir à l'avortement. Eh bien, une femme qui voit son enfant tué par un chauffard, par un médecin, par inadvertance, après le délai pendant lequel elle pouvait recourir à l'avortement, eh bien, cette femme ne voit pas reconnaître le fait que cet accident soit soit constitutif, d'un homicide. C'est tout à fait extravagant. Et alors, on a envie de se dire, si le jour où des juristes auront une colonne vertébrale et une volonté et quelque chose d'autre peut-être un peu plus bas. Vous faites de la science-fiction, Anne. Vous aimez bien ça. Non, mais j'aime bien la science-fiction, moi. je vis dans l'espoir parce que sinon on se jette à l'eau tout de suite. Mais ça existe. Des sociétés où les juristes ont... Ah, ça existe. Ça a existé en tout cas, oui. Donc ça peut revenir. Donc, s'il y avait ce genre de juriste, on pourrait améliorer les choses. Mais comme vous êtes très concret, vous soulignez bien qu'il y a une marchandisation du corps de ces pauvres fœtus et que l'augmentation, repousser la date de l'avortement permet à tous ces industriels des cosmétiques, des chercheurs d'organes et tout ça, de récupérer des fœtus pour leurs petites activités. Pour développer leur commerce. Oui. C'est-à-dire que aujourd'hui, normalement, le corps humain est hors commerce, oui. Mais en revanche, puisque l'enfant à naître et les fœtus avortés ne sont pas considérés comme des êtres humains, et bien donc par conséquent, on peut s'en servir comme d'une marchandise. Donc, il faudrait bien rappeler toutes ces choses financières tout de même très effroyables. Très laides et effroyables. Et vous savez, on veut cacher dans l'avortement tout ce qui, froisse, je dirais, les sentiments. On a récemment entendu dans les médias qu'il était inadmissible qu'un gynécologue fasse entendre à une femme qui veut avorter, les battements du cœur de l'enfant. Voilà. Eh bien, je crois qu'il faut dire les choses très clairement. Et là, l'enfant le dit. Oui. Voilà. J'ai le cœur qui bat et tu pourrais l'entendre. Oui. Et si tu m'avortes, je vais finir dans une poubelle comme un déchet. Oui. Il faut effectivement le dire et que les protagonistes de cette question, et je le répète, nous sommes tous des protagonistes de ce drame, et bien que les protagonistes de cette question prennent en considération tous les éléments pour pouvoir prendre position. Oui. Position que beaucoup de médecins gynéco-avorteurs ont déjà prise. Le nombre d'avorteurs américains, notamment, qui ont arrêté bien sûr. Au bout du 1000e avortement parce qu'ils n'en pouvaient plus. Et il y a une vie du docteur Nathanson. Absolument. C'est lui qui a fait le cri silencieux. C'est lui qui a fait le cri silencieux. Absolument. Et sa vie a été rédigée en Amérique et il faudrait la traduire, et j'ai une amie qui a traduit cette vie. Il faut absolument la publier parce que c'est un document étonnant, et on voit bien la jeunesse de ce médecin sans foi ni loi et qui, par la répétition de cet acte meurtrier, finit par prendre conscience, absolument.
Alors, revenons à cette conversation extraordinaire. Vous m'avez beaucoup plu parce que vous avez repris un argument que j'ai repris moi-même dans le petit livre que j'ai écrit qui s'appelait « Cessez de nous libérer » avec Stéphanie Bignon, chez Via Romana. L'enfant dit à sa mère, parce que vous faites beaucoup intervenir le père, qui n'est pas là, mais vous le faites intervenir. Il n'est pas dans le dialogue, mais il est évidemment, forcément, il est bien intervenu à un moment ou à un autre. La femme dit « Ces temps-ci sont les moins propres pour t'accueillir. Ne pas se laisser submerger, ensevelir. Cela pourrait-il m'être accordé ? Oui, j'ai peur. Je suis tiraillée. Mon air serein est trompeur. » Et l'enfant dit « Il y a toujours plus urgent, par conséquent. Ce n'est jamais, c'est entendu, le bon moment. Pas assez ceci, outre cela, constamment. » La femme, vraiment, comment pourrait-il en être autrement ? Concevoir et pouvoir élever un enfant dans un monde malveillant, c'est fort différent. En particulier, vois-tu, financièrement, notre actuel compagnon, est-il pertinent d'en faire un père ? Il est normal d'hésiter. Parfois, l'on n'est pas sûr de l'aimer assez. Et l'enfant, tu te donnes dans de telles conditions ? En toute cause, es-tu aussi sans soupçon ? Lui livrer ton corps sans endurer sa valeur ? Ne crains-tu pas qu'un matin, cela ne t'écœure ? Je suis subjuguée par un tel comportement. Te vois-tu, plus tard, l'avouer à tes enfants ? Et alors là, vous soulevez quand même un petit problème, qui est que c'est quand même... La libération des mœurs. Que c'est quand même un acte immense, et que... ça, vous n'en parlez pas, mais moi, j'en ai parlé. Se donner sous pilule, ce n'est pas se donner complètement. C'est se donner sans ce pouvoir créateur de la femme, bien sûr, qui est, à mon avis, l'essentiel, et j'ai envie de dire notre force, notre pouvoir. Ah, ça, c'est une chose que les femmes ont comme capacité, comme compétence, comme fonction sociale même, et que les hommes n'ont pas. Et c'est peut-être ça d'ailleurs justement que la modernité veut détruire dans la femme, dans sa spécificité, bien sûr, évidemment. Bien sûr. Elle veut détruire sous prétexte de libération, on l'enchaîne, on la fout au turbin et on la fait travailler 24 heures sur 24. C'est d'ailleurs une thèse qui est très développée dans un livre qui est publié à la Nouvelle librairie par deux jeunes femmes qui montrent bien le côté économique de toutes ces affaires. Je vais retrouver leur nom. Et je vais peut-être les inviter un de ces 4 matins. Donc, il y a D'abord, elle se donne à n'importe qui. Elle le dit dans votre texte. Mais en tout cas, c'est une hypothèse possible de la vie. Est-ce que je vais aimer Est-ce que notre amour va durer ? Alors évidemment, elle sera peut-être dans les bras d'un autre d'ici 3 ans. Ça pose problème. Parce que les responsabilités face à l'enfant, elles n'en ont aucune. Elles peuvent changer d'homme, ça n'a pas d'importance. Mais le problème, c'est que l'enfant ne peut pas changer de géniteur. Évidemment. Et il restera blessé. Complètement. Et puis alors, cette idée encore une fois, de se donner sans ce pouvoir créateur, cela me paraît complètement fou. Et donc, c'est la négation. Il faut bien faire comprendre à tous ces adolescentes qu'on emmène chez le gynéco, que c'est pas la bonne méthode. Elles doivent apprendre à dire non, elles doivent apprendre à comprendre qu'elles ne sont pas des petites brioches sur le bord de la commode, ou la table de la salle à manger, que n'importe quel homme ou n'importe quel jeune boutonneux à 16 ans peut prendre, et que tout ça relève plutôt d'un miracle. Ce miracle de l'amour et de la conjonction, c'est tout de même extraordinaire, et que de cette conjonction va naître un enfant. Enfin, c'est l'événement le plus
importants de la vie d'un homme, de la vie d'une femme, et on passe ça tout à fait sous silence, filer chez le gynéco et on n'en parlera plus. C'est hallucinant. On réduit l'acte intime à de la gymnastique et en fait, là, l'enfant le dit à un moment donné dans le dialogue que finalement, ce que beaucoup de gens appellent l'amour n'est en fait que le frottement d'épidermes mesquins qui ne cherche évidemment que le plaisir individuel et non pas à essayer de se donner réciproquement. Alors, que les téléspectateurs comprennent bien, moi je me devais d'inventorier tous les sujets ou le maximum de sujets qui étaient en lien avec cette question de la vie et de l'enfant. L'enfant est apparu, il n'était à l'évidence pas prévu, eh bien comment fait-on, mais surtout qu'est-ce qui a conduit à ce que, on peut se trouver dans une situation où un enfant est là et où, pour autant, on ne l'avait pas anticipé, eh bien, il fallait envisager les questions de pornographie, les questions de libération des mœurs, et à l'autre bout de la chaîne, les questions démographiques, ou encore plus loin, si j'ose dire, dans l'autre monde, les questions liées, à la survie de l'âme. Donc voilà. Vous avez tout dit. Vous avez vraiment tout dit dans ce petit livre. Je pense qu'il faut que des professeurs le mettent en scène dans les classes terminales. Parce que c'est le moment... Alors ça serait vraiment formidable. C'est le moment précis où il faut aborder cela, et même peut-être un peu plus tôt, parce que par les temps qui courent, encore une fois, on leur propose des cours d'éducation. Ça pourrait être un contrepoison, en tout cas, oui. Le problème... Contrepoison littéraire et philosophique à un endoctrinement social. Mais en tout cas, bravo Guillaume Bernard pour ces 2 colères fracassées dans l'ignorance aux éditions de L'Homme Nouveau. Du cher Philippe Maxence, qui est extrêmement actif et courageux d'avoir publié ce livre. Et dont il faut conseiller la lecture de L'Homme Nouveau, bien sûr. J'ai retrouvé le nom des 2 jeunes femmes qui ont écrit pour la Nouvelle Librairie ce livre qui s'appelle « Femmes, réveillez-vous » pour en finir avec les mensonges du féminisme, Anne Trélouis et Iseul Tourane. Je rappelle pour les auditeurs, les téléspectateurs qui n'auraient pas connu mon petit livre Cessez de nous libérer, avec Stéphanie Mignon, qui est un petit pamphlet assez rigolo, parce qu'on n'est pas du tout... on n'est ni confite en dévotion, ni bégueule sur ce sujet bien intime, mais on y va franco et on dit les choses comme elles doivent être dites. Et vous l'avez dit, comme nous sommes des femmes, nous pouvons nous exprimer sur le sujet. Peut-être un peu plus librement qu'un homme. Absolument. Voilà. Et vraiment, Guillaume Bernard, merci beaucoup. Vous avez un nouveau manuscrit sous le coude ? Oui, sur Jeanne d'Arc. La prochaine pièce de théâtre sera sur Jeanne d'Arc. Ce sera un dialogue en 1920, puisque 1920 est à la fois l'année de la canonisation et l'année du vote de la loi sur le patriotisme. Et donc se retrouve au début de l'été, dans un café, un abbé dont on peut soupçonner qu'il est plutôt royaliste, un officier de marine, un avocat républicain plutôt de tendance radicale et un professeur de mathématiques. Et donc c'est ce dialogue entre ces 4 personnages. Et toujours en vers ? Alors non, c'est un dialogue en prose. Voilà. Mais la pièce est en train d'être terminée. C'est une très belle idée, en effet, et bravo, puisque le patriotisme aussi, c'est monstrueux. Ça va d'ailleurs tomber sous le coup de la loi très prochainement. Merci beaucoup, Guillaume Bernard. Merci infiniment, Anne Brassier. Chers amis de TV Liberté, à très vite. Chers amis de TV Liberté, bonjour. Nous recevons ce matin Monsieur Pascal Payen Appenzeller. Bonjour. Merci de l'avoir bien prononcé. Bonjour. Nous sommes heureux de vous recevoir pour que vous présentiez une merveilleuse association que vous avez créée, le Geste d'Or. Vous êtes historien, vous êtes poète, vous êtes architecte.
Et donc, vous avez créé, et vous avez une émission sur Radio Courtoisie très belle de poésie. Promenade au domaine de poésie. Très bien. Dont le titre n'est pas de moi, il est de Pierre Dehaye, dont j'ai hérité. Pierre Dehaye, qui était un des membres fondateurs de la radio et que j'ai bien connu. Et vous venez nous parler de cette association qui s'appelle Le Geste d'Or, que je trouve une image merveilleuse. Alors, pour qualifier qui ? Vous savez, à l'origine, on était un groupe parce qu'on n'est jamais le je fondateur. On se trouve au milieu d'eux et puis on cristallise. Oui. Et lorsque mes amis et moi, travaillant sur le patrimoine, au Bâtiment de France, on s'est dit, il faudrait quand même qu'on traite un peu mieux la pathologie des façades des immeubles de Paris et d'ailleurs, et puis immeubles de tout type. C'est joli, la pathologie des façades. Oui. Vous prenez les façades pour des êtres humains. Mais c'est vivant, la pierre est vivante, tout est vivant, et puis l'usage, c'est tous les jours. Alors, on avait appelé ça, et contre mon gré, le chemin de fer d'or. Le chemin de fer, c'est un outil qui permet de traiter la pierre et de lui donner un peu de grain, mais qui est une catastrophe en soi. En fait, ça s'appelait d'un nom impossible, le chemin de fer d'or, la truelle d'argent et le berthelet de bronze. Oui, c'est vous dire que oui, ça fait beaucoup. Et puis un jour, et c'est autour d'une table, comme ce matin, ou cette fin de matinée, eh bien, un de mes amis architectes était en face de moi et j'ai dit, mais un outil, qu'est-ce que c'est s'il n'y a pas la pensée, s'il n'y a pas le geste? Il m'a dit, tu as trouvé le geste d'or. Et voilà. Donc le geste d'or s'est trouvé au cours d'une discussion ainsi. C'était non associatif, c'était informel, et puis on a créé l'association, on a déposé les noms. Et puis nous nous sommes trouvés dans cette circonstance, c'est que les métiers sont séparés les uns des autres. C'est une manie française d'enseigner séparément les disciplines. Alors, les architectes sont séparés des ingénieurs, les architectes et ingénieurs sont séparés des ouvriers, enfin, chacun est dans son coin. Or, un bâtiment, c'est tout le monde ensemble. Et moi, je suis lié au compagnonnage, et le compagnonnage, c'est travailler en compagnie. Et j'appartiens de près et de loin, mais surtout de près à l'union compagnonique, qui rassemble tous les rites. Et effectivement, on va dire dès le départ, ingénieur, venez avec nous. Ouvrier, on se parle. Artiste. Évidemment. Le mot artiste a été créé d'ailleurs, entre parenthèses, par Michel-Ange. Ouais. Il est passé de l'artisan à l'artiste. Et artiste, c'est la désinence du superlatif en grec. Voilà, on est ariste. On est le meilleur. Vous êtes aussi helléniste. Ah oui, ça, le grec a illuminé ma vie, continue de l'illuminer d'une manière absolument extraordinaire. Il y a un livre qui vient de paraître entre les lignes d'un philosophe allemand, là, il vient de paraître chez Albin Michel, et effectivement, il est latiniste et helléniste, et puis, bien sûr, il parle l'allemand et le français très bien, et la langue est pour moi fondamentale. Alors, dites-nous, artiste, c'est le superlatif. C'est-à-dire que agathos, ça veut dire bon en grec. Le comparatif meilleur, c'est améinos, qui a donné amen. Être amen, vous êtes amen, Anne. Vous êtes meilleur que... vous avez un air amen. Et puis alors, l'ariste. Je vous raconte une petite histoire qui n'a rien à voir, mais je m'occupais d'un bottier à Belleville. Et un jour, il me parle de son travail. Et tout d'un coup, vient le mot iste. Et je lui dis, mais une désinence pour désigner une spécialité de métier. Mais il dit oui, iste. Il était analphabète à l'origine. Il me dit, et c'est gorgiste, parce que la chaussure de femme, le talon aiguille, relie la semelle, il se relie par une petite gorge, une petite peau. Et quand on est simplement ouvrier, c'est un gorgier. Et quand on est spécialiste, c'est un gorgiste. Ah, c'est joli. Voilà. Et donc, effectivement, vous voyez mon amour de la langue. Peu à peu, le geste d'or, va se développer, passer de la pathologie des façades au clos couvert, à la rue, au territoire. Au jardin. Et bien évidemment, puisque là, je viens d'être chargé plus ou moins de la codirection du Moulin d'Andé, qui est peut-être le plus beau site des bords de Seine et un centre culturel qui est absolument extraordinaire, qui a été fondé par Suzanne Lipinska et qui est repris par le petit-fils, et puis par nous, Geste d'Or. Eh bien, effectivement, nous avons créé un festival du paysage. Le paysage, c'est créé par l'homme. Le paysage n'existe pas dans la nature. C'est nous, par notre œil, notre conscience, qui allons assembler les éléments de nature. Allons façonner. Et oui, et un paysage urbain contient la maison, la rue, l'arbre, la pelouse. Et puis une autre chose, vous ne serez pas contre, le rêve.
regarder par la fenêtre. Mais j'étais l'ami de Willy Denker, grande photographe, avec qui on a photographié pendant des nuits et des nuits les rues et les fenêtres allumées la nuit dans Paris et qui nous faisaient rêver. Les fenêtres se regardent des deux côtés. Bien sûr. La fenêtre, c'est comme nos yeux. C'est de l'âme d'un côté et de l'autre côté. Surtout quand on y ajoute le balcon et le balcon en fer forgé et éventuellement les sculptures autour. Oui, et une chose que vous oubliez, puisque je viens de préparer pendant 5 ans au Geste d'Or le classement au patrimoine immatériel de l'humanité du savoir-faire des couvreurs français, il faut y ajouter le toit. Bien sûr. Et là c'est quelque chose d'extraordinaire. Et je monte très souvent sur les toits. Et moi, je n'ai pas... Attaché ? Vous êtes en... Non, je prends beaucoup de liberté et j'aime bien le vertige. Et j'ai cette chance que les couvreurs, qui sont dans certaines compagnies de compagnonnage, ils ne portent pas le même nom que les autres. C'est-à-dire qu'effectivement, ils sont d'en haut. Et voilà, donc on les appelle les coteries. Alors que, par exemple, moi qui ai fait de la taille de pierre, on m'appelle un pays. Moi, je suis d'en bas, je suis de la terre. Oui. Mais eux, ils sont du ciel et ils regardent la ville d'en haut. Et le Geste d'Or regarde aujourd'hui toute la France d'en haut, avec des dizaines d'activités, de départements, et avec une liberté, puisque on a dès le départ dit, on sera une coopérative. Les cotisations, c'est les entreprises qui travaillent avec nous, puisque... Ça, c'est inouï, le fait que vous êtes libre, puisque ce sont les entreprises... Oui, on n'a absolument pas voulu être dépendant absolument de pouvoirs politiques qui sont ce qu'ils sont, qui ne sont pas très près des métiers, parce qu'on est des gens de métier. Une ville, c'est le métier de la vie, tout simplement. Donc effectivement, nous sommes libres. Et le Geste d'Or aujourd'hui, eh bien, est installé à Paris, bien sûr, mais il est installé à Nice. Cette année, Nice, on en fait presque la capitale de la France, puisque le Tour de France se terminera à Nice et pas à Paris à cause des Jeux Olympiques. Et puis nous sommes installés à Tourcoing, à Strasbourg, à Lyon, à Bordeaux. Et puis là-dedans, nous avons plein d'activités, puisque on a créé quelque chose d'extraordinaire. On a créé les labels. Le label du Geste d'Or pour le bâti, le label du Caire d'Or pour l'usage, le label de la personne d'or qui est le nouveau compagnonnage. Alors là, c'est moi qui ai voulu ça. À partir de 30 ans, on doit être un phare, retransmettre, parce que notre véritable mission, c'est la transmission. Et moi, je suis prof depuis des années, mais j'ai une passion pour ce métier d'éducateur, de transmetteur. Et aujourd'hui, il y a plein de gens qui, maintenant qu'on a créé cette personne d'or, viennent à nous dans tous les métiers. C'est-à-dire qu'on a dépassé depuis très longtemps le bâtiment, bien entendu, comme le bâtiment pollue, mais aussi le tissage. Alors, on a toute la couture, et puis on a tout ce qui constitue notre vie. Et aujourd'hui, le Geste d'Or, c'est pas seulement l'aménagement du territoire, c'est l'aménagement de la vie contemporaine. Nous créons au Sénat, parce que je suis très ami de quelques sénateurs, nous créons le Forum de l'écoplanète dans la première semaine d'octobre prochain, voilà, pour équilibrer la Terre et l'homme. Vous êtes très, très amusant parce que la définition, je suis allée sur votre site, le Geste d'Or, et en gros caractères, il y a marqué « Ne jamais être en retard sur l'adaptation au monde dont nous sommes les acteurs ». Oui. Alors, c'est très amusant parce que, c'est une phrase, l'adaptation au monde, sous-entendu contemporain. Oui. Mais pas seulement, c'est aussi l'univers. Mais en fait, c'est une... Vous n'insistez pas sur cette idée de transmission. En fait, non, mais on a l'impression que c'est quand même le passé qui infuse votre action. Alors, et que dans la restauration des Gestes d'Or, il y a tout... Mais on est des héritiers. Voilà. Mais c'est très intéressant ce que vous dites parce que dès le départ du Geste d'Or, alors ça c'est moi qui ai dit ça, j'ai dit, et il faudrait pas que je touche mon micro, il se trouve que, mais je suis un peu dans la dynamique de cette interview, j'ai dit l'héritage n'est pas seulement ce qu'on reçoit, c'est ce qu'on transmet. Oui, je reviens à la notion de transmission. Oui. Et donc nous sommes des passeurs, nous sommes au milieu du temps, enfin j'aime beaucoup Kierkegaard, et dans un de ses livres, il dit que le présent contient tout ce que nous avons vécu et tout ce que nous nous promettons. Donc là nous sommes en ce moment dans cette interview au milieu du temps, héritier, et surtout dans cette espérance qui est passer le témoin, et nous passons notre temps à ça. Alors, autre phrase qui est sur votre site, c'est le luxe. Alors, votre définition du luxe, c'est pas tout à fait celui de Vuitton.
Alors non, alors c'est cela dit... beaucoup plus beau que celui de Vuitton. Oui, ben, il y a Luxe, Calme et Volupté qui serait plutôt moi, enfin c'est Charles Baudelaire, dans l'invitation au voyage. Mais effectivement, alors Luxus, quand j'étais professeur à l'école des Clés d'Or, puisque j'ai formé la plupart des concierges de palace, justement j'ai fréquenté le luxe. Que n'avez-vous pas fait? Ça irait plus vite. C'est-à-dire que j'ai une longue vie. Et là, j'offrais à des enfants à moi, des enfants adoptifs, une soirée au Plaza Athénée, là, avant-hier, parce que voilà, j'y suis bien accueilli, puis ça leur fait plaisir, et puis une de mes filles y a été depuis son enfance, donc elle était dans son milieu. Et c'est un milieu qu'on appelle luxe. Luxe, ça veut dire trop abondant. Mais en réalité, ce qu'on appelle le vrai luxe, et si je parle de cet hôtel, c'est un parmi d'autres, parce que je me suis occupé de beaucoup d'autres hôtels dont j'ai écrit l'histoire, que j'ai construit, que j'ai entretenu, enfin peu importe, eh bien c'est parce que... là, on y cultive l'éducation, la bonne éducation. Vous savez, aujourd'hui... C'est vrai que l'éducation, l'enseignement dans le luxe est primordial. C'est exact. Ça, un jour, je suis en train de prendre un petit déjeuner un dimanche matin, tranquille, dans la galerie de cet hôtel que je viens de citer, et une des employées me dit « Ah, vous savez, monsieur, grâce à vous, je me suis mis à lire. » Alors, j'étais très content. Je dis « Oui, l'écrit, c'est aussi important. » Une autre fois, un employé me dit « Ah, franchement, c'est nous aujourd'hui qui formons la clientèle. Les gens ont de l'argent, mais ils n'ont plus d'éducation. » Et je me souviens d'un célèbre footballeur qu'on laissait faire parce qu'il était tellement célèbre et puis il avait gagné un championnat du monde pour la France. Mais enfin, il mettait ses pieds sur la banquette. Alors on le laissait faire. Et puis un autre grand patron, que je ne citerai pas, mais qui est très connu, qui fait partie des très grands patrons donateurs de Notre-Dame, eh bien a dit un jour, vous me demandez de mettre des cravates pour aller au gastronomique, je ne veux pas mettre de cravate. Alors, eh bien on a dit, ils ne mettront pas de cravate, ils seront libres. Parce que justement, le luxe n'est pas simplement être apparemment bien éduqué, c'est de respecter. Et ce mot respect qui est utilisé par beaucoup de gens à tort, à travers, il est absolument capital. Ouais. Et donc, et on en manque cruellement de respect. Oui, parce que le respect demande, au bout du compte, beaucoup plus que l'éducation, aimer son prochain comme soi-même. Si on aime son prochain comme soi-même, si soi-même on est bien habillé, bien éduqué, et bien on va contribuer à constituer une société d'amis. J'aime beaucoup la notion d'amitié. Alors, on arrive là au cœur de votre existence. Vous estimez que l'amour est le seul véritable moteur dans l'action. Il est le seul moteur. Et puisque nous parlions d'une autre rencontre, peut-être vous en viendrez là, de ce film qui vient de paraître. Oui, La vie de Maria Montessori. Voilà. Alors, il se trouve que ça remplit ma vie. Parce que, bon, comme mon nom l'indique, je suis français, mais aussi un peu suisse. Et je porte un nom assez célèbre en Suisse de ce petit canton, mais enfin, qui est un canton bien particulier au bord du lac de Constance. Et j'ai vécu au bord du lac de Genève. Enfin, je suis un homme des lacs. En Suisse, on est un homme des lacs. On n'a pas de mer, mais on a des lacs. Et, eh bien, il se trouve que mon éducation est Rudolf Steiner. Et j'ai appris donc, à travers Rudolf Steiner et la nourriture bio, j'ai appris tous les arts. J'ai su lire la musique à 4 ans et demi. J'ai su peindre à l'âge de 5 ans, mal peindre et mal pianoter, mais il n'empêche que j'ai été éduqué là-dedans, et je suis devenu poète, mais ça, c'est mon être personnel à l'âge de 9 ans, et mauvais poète, évidemment, mais voilà, avec accès à l'expression créative de la vie. Et Maria Montessori, alors, elle est rentrée dans ma vie je suis enfant unique, c'est un malheur, mais c'est comme ça. J'ai beaucoup d'enfants, heureusement, maintenant, et de petits-enfants, et il se trouve que ma petite sœur adoptive, c'est pourquoi je raconte ça, qui est comme moi, franco-suisse, eh bien, a dirigé des écoles Montessori et a fondé, et je participe à ça, à Coppet. Alors, moi, j'ai été éduqué par maman, je dis maman, hein, je dis pas ma mère, je dis maman, dans l'admiration de Madame de Staël. Bien sûr. Donc, j'ai lu tout Madame de Staël, j'aimais beaucoup Nègre, car on prononce Nègre et non pas Necker. Dont la phrase la plus célèbre est « La gloire est le deuil du bonheur ». Et oui. Et ça, je le sais bien, puisque j'ai refusé plein de postes dans ma vie pour ne pas être un glorieux. Hein. Et je suis très content pour garder ma liberté, surtout, à vérité. Hein, c'est un peu égoïste. Et donc, nous avons cette école donc d'enfants de 3 à 6 ans. Et quand et c'est avec des enfants, j'allais dire, normaux. Dans ce film, puisqu'il se trouve que j'ai été administrateur de la maison d'enfants de Saint-Chéron, Françoise Dolto, que j'y ai adopté des enfants, accueilli des enfants et que je continue de toute manière, c'est une sorte de vocation seconde. Quand on a
eu la chance d'avoir la vie ouverte grâce à 4 enfants de sang, on s'était dit, avec ma femme à l'époque, il faut ouvrir la maison, il faut ouvrir la famille. Il y avait tellement d'enfants que personne ne voulait, parce que soi-disant, ils n'étaient pas normaux. Et il y a dans ce film, extraordinaire, que je vous demande tous de voir, parce que la cinéaste a pris vraiment là, sous la caméra, les enfants tels qu'ils sont, et à un moment donné, il y a une rencontre avec une petite dame de la campagne qui a des enfants qui sont parfaitement adaptés. C'est une nourrice. C'est une nourrice, voilà. Et il y a cette phrase formidable parce que les enfants de part et d'autre jouent, et puis ces enfants à elle, qui n'ont pas de handicap particulier, montent leur cube tout simplement. Et là, Maria Montessori de dire, ils sont tous semblables, les enfants. Il y a une seule différence, c'est que les vôtres le font par intuition. Oui, mais ils disent la même chose. Oui. Bien sûr qu'ils sont aimés. Mais bien sûr, parce qu'un enfant qui n'a pas été aimé, et comme j'ai 2 enfants de ce style suicidés, je sais bien que on ne peut pas revenir sur le désamour de l'origine. C'est une chose terrible. Et j'ai compris que nous sommes impuissants. Hein. L'amour a toute puissance, mais nous sommes impuissants face au manque d'amour d'origine. Eh bien, elle dit dans la nourrice, ils font ça naturellement. Et Maria Montessori dit, oui, ils le font parce qu'ils ont l'intuition de l'équilibre, alors que les autres, ils sont semblables, sauf qu'il faut les aider. Oui. Et en réalité... Et comment on les aide? Par l'amour. Ah mais oui, et le geste d'or, si un jour vous venez assister à nos jurys, parce que nous avons des jurys pour les labels que nous décernons, eh bien il y a une ambiance de coopération, de sympathie. Nous ne sommes pas des juges. Non, vous êtes dans l'admiration. Oui. Alors, vous touchez quelque chose qui m'est très cher, car j'ai lu et relu, et je conseille à tous nos téléspectateurs, à tous nos amis de lire Les Passions de l'âme de René Descartes, qu'il écrit pour Christine de Suède. Il y attrapera froid et il en mourra parce qu'elle le faisait lever un peu trop tôt, puis qu'il fait froid là-haut. Il y a 2 vertus dont il dit qu'elles sont des passions compatibles avec la raison, c'est la générosité et l'admiration. Et souvent, on me chine, on se moque de moi dans mon entourage parce que je dis, celui-là c'est le meilleur potier, celui-là c'est le meilleur... On me dit, toi tu ne connais que les meilleurs. Oui, puisque je les aime. Oui, mais je crois que notre monde manque singulièrement d'admiration. Oui. Et c'est de ça dont on crève. D'admiration et donc d'amour. Je reviens sur le film de Maria Montessori que j'ai beaucoup aimé. Donc c'est l'histoire de cette jeune femme qui devient médecin à la force du poignet. Parce qu'en 1900 à Rome, les hommes n'ont pas tellement envie qu'elle devienne médecin. Entre parenthèses, et c'est mon petit moment féministe, s'il n'y avait pas de femmes médecins aujourd'hui, il n'y aurait pas beaucoup de médecins en France. Donc merci aux femmes médecins. Et cette femme fait le travail, un travail de pédagogue extraordinaire dans un institut qui accueille les enfants handicapés. Et elle se fait d'ailleurs voler son travail par le directeur et amant. Oui. Et elle ne peut même pas, elle n'est pas payée. Et donc, elle ne peut même pas s'occuper de son fils qui est chez une nourrice. Et elle rencontre une cocotte parisienne magnifique, jouée par Leila Bentrich, et qui vient lui confier sa fille à elle, qui a 7-8 ans et qui n'est absolument pas développée, évidemment. Elle l'a complètement abandonnée à sa mère et elle n'a jamais pu l'aimer. Et c'est donc une histoire d'amour, et c'est d'ailleurs le centre du film. Il y a 2 scènes fabuleuses. Maria écrit au tableau, celui qui a pu lire ce texte, lire cela, vient m'embrasser. Oui. Et la petite Tina va embrasser Maria. Et le deuxième moment extraordinaire, c'est quand elle déclare à tout cet aéropage de financiers et de grands pontes de la médecine, messieurs, tout ce travail n'a été possible et tous ces résultats merveilleux, puisque tous ces enfants qui ne pouvaient ni lire, ni écrire, ni compter, arrivent à se développer. Tout ce travail a été possible grâce à l'amour. Et l'amour est le centre de la vie d'une femme, et nous sommes faites pour aimer.
il a cette déclaration en 2024, dans un film très féministe par ailleurs. Exactement. Et j'en atteste parce que l'aînée de mes filles adoptives, Jeanne, qui porte mon nom aujourd'hui, est l'héroïne de l'hôpital des Diaconesses, où je suis né d'ailleurs, qui est très célèbre parce que on y a inventé plein de choses. Et Jeanne, eh bien, avait une quantité de handicaps physiques et mentaux. Elle avait 5 ans d'âge mental quand on l'a recueillie à la maison à l'âge de 15 ans. Et, eh bien, tellement aimée par nous et tellement aimée par ma fille aînée, Apolline, qui est infirmière à Genève, eh bien, elle s'est mise à être aujourd'hui, quand j'arrive à l'hôpital, on ne dit pas Pascal Payen-Penzeller, on dit c'est le papa de Jeanne. Parce que ça fait 35 ans, me disait-elle la semaine dernière, qu'elle est là aux salles d'accouchement, elle est simplement, voilà, à SH, mais elle fait rayonner, et elle a une autonomie à telle enseigne que elle a été même l'enfant du miracle, puisque rien, ni la PMA n'y a réussi. Même on lui refusait d'adopter, la sécurité sociale refusait, enfin les assistantes sociales. Et un jour, elle me dit dans un coin de porte, papa, je crois que je suis enceinte, 95% de stérilité, son mari aussi, et j'ai un petit-fils qui sera mécanicien auto. Voilà, et donc c'est l'amour, et je l'aime. Oui. Mais si vous voulez, et ce qui est extraordinaire, c'est que l'amour, c'est véritablement le miracle de la multiplication des pains. Je me disais, quand j'ai eu mon premier, qui est un grand spécialiste de la thérapie génique, eh bien, je pourrais pas en aimer un autre autant. Eh ben si. Et je crois que je les aime de plus en plus. Voilà. Et le geste d'or est ça, faire aimer cette France, parce que nous sommes quand même dédiés à l'entreprise française, aux maîtres d'ouvrage, aux maîtres d'œuvre, aux entreprises, aux ouvriers, aux chercheurs. Enfin, nous sommes dans cette idée, après tout, la France oublie sa devise, et qu'au centre entre liberté et fraternité, il y a égalité. Nous sommes des égaux de valeur. Hein, nous sommes des égaux aux yeux de l'amour et aux yeux du Christ. En tout cas, chers téléspectateurs, rendez-vous sur le site Le Geste d'Or, et je crois que vous en serez heureux. Merci beaucoup, Pascal Payen-Penzeller, oui, Anne Brassier, c'est plus ça. J'en suis émue, mais et puis vous reviendrez pour ce livre que vous créez sur l'histoire du bâtiment social. Oui, absolument. Parce que ça me passionne aussi. C'est passionnant, et je vais peut-être même, puisque l'UNESCO est proche de moi, proposer à l'UNESCO le classement des immeubles du boulevard des Maréchaux, parce que c'est une ville entière qui a été construite en quelques années, et c'est unique au monde. Oui, c'est inouï, et puis c'est toute une philosophie. Absolument. C'est toute une philosophie. Moi, j'ai un peu étudié j'ai vécu dans ce genre de bâtiment. On en reparle. Merci beaucoup. Merci Pascal à vous tous. Merci beaucoup. Merci. Et écoutez Pascal Payen sur Radio Courtoisie. 2 fois par mois. 2 fois par mois. Le vendredi à 10h et puis les autres heures. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu au Kremlin. Chers amis de TV Liberté, à dans un mois.